c'est pas si évident de s'attendre à ce que HEC présente une thématique, assez différente de ce qui se fait aussi à HEC et que nous faisons bien entendu dans nos cours d'organisation, de marketing, de finance, de choix effectivement stratégiques. Donc on attend plutôt l'aspect assertif, si j'ose dire, de la gestion. Je vais vous présenter un travail qui est assez différent, mais que je crois d'une assez grande pertinence aujourd'hui. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe depuis un moment, on ne parle que de ça. Enfin, je veux dire, dans la presse, dans les médias, à la télévision, les journaux, toutes les semaines, Le Monde encore, le journal Le Monde la semaine dernière, est-ce la fin du capitalisme, etc. C'est-à-dire que, manifestement, la question se pose. Vous disiez tout à l'heure, oui, sommes-nous à la fin d'un monde? C'est un peu la même chose. Est-ce qu'on n'est pas à un moment de mutation forte? Alors c'est toujours très compliqué de dire ça, parce que, bien entendu, quand on était à la fin de l'Empire romain, il y a eu des mutations extrêmement fortes. Ceux qui, comme Chateaubriand, ont couvert la période de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à, effectivement, les révolutions de 1848, ont connu des choses extrêmement variées, extrêmement différentes. Avec la Révolution française, avec l'Empire, avec le Concordat, avec le Directoire, etc. Donc il y a des moments multiples dans l'histoire qui peuvent être importants. Mais je crois, et je ne suis pas le seul, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait une interrogation de façon effectivement très forte. Alors, comme vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, et je vous en remercie, je vais essayer d'utiliser mon temps au mieux. Alors, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des discussions. Discussion, ça veut dire analyse, approche, critique, parce que je suis très conscient d'aborder une approche singulière, qui s'inscrit dans tout un courant, à la fois économique, à la fois sociologique, qui peut être un peu étonnant venant d'HEC, même si effectivement à HEC, c'est peut-être aussi le mérite, je crois, de notre école, c'est d'avoir une pléthore et une grande variété de réflexions. Mais je crois effectivement, on parlera de gens comme Piketty ou au courant de cette conférence, je crois que c'est assez intéressant de s'interroger sur quelque chose qui aujourd'hui n'a pas toujours été réfléchi de la façon qui, moi, me paraît importante. Alors, si on regarde bien, nous allons partir sur le constat qui est accablant. Je veux dire, nous vivons aujourd'hui, à fin 2019, dans une situation quand même du monde qui est accablante à beaucoup de niveaux. Regardez la situation des démocraties, nos démocraties, parti déconsidéré, autoritarisme, illibéralisme, petite erreur sur le document, c'est-à-dire effectivement tout ce qui se passe en Europe, des gouvernements impuissants. Voilà. Quand on voit la situation, quand on parle du Brexit, c'est tout de même quand même très étonnant. Sur Trump, beaucoup de choses sont dites. Sur Bolsonaro, c'est tout de même assez important. Même le cas d'Emmanuel Macron est arrivé de façon quand même tout à fait singulière et inopinée par rapport à un paysage qui était un paysage relativement classique, de la droite, de la gauche, etc. Tout ça a explosé. Donc on est dans un contexte, je vais utiliser mon temps au mieux, politique qui est déjà très, très problématique. Une Europe qui est quand même considérée comme assez impuissante par tout le monde. Et évidemment une confrontation entre la Chine et les États-Unis qui risque d'être assez grave et assez dramatique dans le futur. Sur le plan écologique, je veux dire aujourd'hui, qui conteste les problèmes en matière de disparition des espèces, en matière de climat? C'est fini. On avait Allègre à une époque, des gens comme ça. Alors aujourd'hui, on se défausse. Moi, je suis assez choqué de ça, de façon un peu facile, sur certaines figures qui seraient trop médiatiques, comme cette pauvre Greta Thunberg. Alors vous savez, les Chinois de la tradition disaient, vous savez, quand le sage montre la lune, le sot, l'imbécile, regarde le doigt. Je veux dire, le problème, c'est pas de savoir si Thunberg, est autiste, paraît-il, et alors, peut-être que parfois les autistes disent des choses aussi pertinentes et voilà, donc c'est très pertinent ce qu'elle dit. Alors ça agace peut-être
particulièrement ceux qui ont l'habitude d'être en situation de pouvoir, d'avoir effectivement la parole. Bon, mais la question écologique aujourd'hui, est évidente. Enfin, le saccage de la planète. Bon, ici aussi, vous en savez un certain nombre de choses par rapport à la pollution des mers, un certain nombre de choses. Bon, je crois que c'est une évidence. Sur le plan économique, on est complètement sorti des cycles de croissance qu'on a connus. Et ces périodes qu'on a jugées bénignes, des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses sont loin maintenant. Mais les 30 glorieuses, surtout, nous mettent dans une situation qui aujourd'hui est tout à fait différente, c'est-à-dire que la croissance n'est plus là. On est dans une situation au niveau de la dette qui est absolument explosive. Un mot très vite là-dessus, on y reviendra peut-être. Vous savez que la dette, alors je ne souhaite pas vous ennuyer trop avec des chiffres, parce que les chiffres c'est utile pour comprendre un certain nombre de choses, à condition de ne pas se noyer avec les chiffres. Mais juste 2-3 chiffres très très rapides. La dette au niveau mondial aujourd'hui, c'est 2,4 fois le PIB de la planète. 2,4 fois le PIB de la planète. À peu près. Alors, ayons les grandeurs en tête, hein. Bon, c'est à peu près dans les 75 000 milliards de dollars ou d'euros. C'est pas très différent. Il y a juste le différentiel d'une monnaie à l'autre. Et donc, la dette, si vous voulez, la dette mondiale, maintenant, c'est plus de 200 000 milliards. 200 000 milliards. 90% au niveau de la dette des États, la dette souveraine. 90% au niveau effectivement de la dette, alors 240%, 2,4, donc 90% pour la dette publique, la dette des États, pour la dette des ménages à peu près 60% et 90% pour la dette des entreprises. Donc on est à des niveaux de dette explosifs. On en reparlera tout à l'heure. Pour moi, c'est assez évident que notre système fonctionne à la dette. Alors la dette, c'est très singulier, c'est-à-dire qu'à la fois on la stigmatise et à la fois on la provoque. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas ignorer. Mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais moi, je dirais de façon plus globale, problème anthropologique. Je crois que, si vous voulez, la grande question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est quel type d'humain sommes-nous? Ou quel type d'humain voudrions-nous être? Alors, bien sûr, la grande tradition, c'est les Lumières. C'est le XVIIIe siècle, c'est l'individualisme, et c'est une très très bonne chose, comment s'est développée cette philosophie individualiste. Mais ce qui est très différent aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé il y a encore un siècle ou il y a encore 50 ans, c'est que cet individualisme, il était contenu. Il était inscrit dans une société, c'est-à-dire que c'était la société qui créait un individu dont on voulait qu'il soit libre, qu'il soit effectivement de plus en plus indépendant. Aujourd'hui, on est sur effectivement une situation d'un individualisme, moi ce que j'appelle hors sol, c'est-à-dire un individu dans l'addiction numérique, on le voit tous, et qui effectivement est pris dans un mode de vie consumériste qui n'est pas vraiment une perspective. Alors, on a tous ça, on y reviendra peut-être à la fin, le consumérisme nous constitue. Et je ne vais pas faire le malin en pensant que je suis moins consumériste que vous ou que d'autres. On est pris par ça. Mais c'est peut-être ça qui est en train effectivement de nous créer une grande difficulté. Donc voilà, un constat, si vous voulez, qui fait que manifestement, les choses ne sont pas satisfaisantes. Alors, moi je vous donnais mon explication que j'appuie sur deux pieds, si vous voulez. Ce qui caractérise nos sociétés contemporaines, c'est d'une part le néolibéralisme, et je m'en explique, et la financiarisation. Tout ça s'étant développé progressivement, mais avec un moment clé qui est quand même grosso modo les années 80. 1980, bien sûr. Le néolibéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une logique purement entrepreneuriale, un ethos entrepreneurial, comme je le dis, c'est-à-dire une philosophie entrepreneuriale qui va extrêmement loin, c'est-à-dire que nous devenons tous un capital à valoriser. Y compris un capital modeste, y compris 3 fois rien quand on est ubérisé, quand on est simplement, effectivement, dans des emplois les plus précaires et qu'on n'a que son temps à donner, entre 15 et 16 heures, là je peux être libre, etc. Bon, alors, et dans des cas, effectivement, plus important par ailleurs. Donc, on est avant tout un capital à valoriser, marchandise en quelque sorte,
Et tout ça dans un cadrage étatique. Alors là, attention aux fausses idées. Parce qu'on nous dit très souvent qu'on est dans une société individualiste, et voilà, et on en a assez de l'État, débarrassons-nous de l'État. Mais ça, bienfaisait que de dire ça. Tout le système fonctionne sur un cadrage étatique, ce que les Allemands appellent l'ordolibéralisme. C'est-à-dire que l'État est convoqué pour assurer la logique de fonctionnement de ce système, donc il y a un cadrage extrêmement fort, et y compris dans les sociétés se proclamant et s'affirmant les plus libérales. C'est-à-dire l'État aux États-Unis avec Trump, il n'est pas du tout inexistant. Pour nous, en France, avec Emmanuel Macron, que, de façon évidente, pour moi, est dans une logique libérale, on a entendu beaucoup de choses. Je fais attention à ça, chacun a ses choix. On a un ancien président qui ne manquait pas d'humour, même si sa gestion, à mon avis, a été détestable. C'est tout simplement François Hollande, quand on lui avait dit, mais enfin, Macron est le président des riches. Il dit, mais Macron n'est pas le président des riches. Macron est le président des très riches, c'est-à-dire, effectivement, des grandes fortunes, des milieux financiers internationaux. Bon, on peut regarder et on peut en parler, si vous voulez. Donc, sur le cadrage de l'État, ne nous trompons pas, l'État joue son rôle pour assurer un certain fonctionnement. Le deuxième volet, c'est évidemment la financiarisation. Alors la financiarisation, là aussi, ça marche sur deux pieds. La financiarisation, ça veut dire que quelque chose se passe dans le fonctionnement de nos sociétés au niveau actionnarial. Alors, qu'on se comprenne bien, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises de type ETI, PME, TPE. Bon, et attention, je ne fais pas la confusion entre les entreprises, avec lesquelles d'ailleurs nous, HEC, professeurs d'HEC, nous travaillons, et les grands groupes GAFAM ou les groupes multinationaux ou les grands fonds d'investissement et autres. Ce qui est en train de se passer, c'est que la logique actionnariale devient une logique absolument dominante, mais d'un actionnaire abstrait, hors sol lui aussi, pour reprendre mon expression tout à l'heure, c'est-à-dire un actionnaire fonds de pension qui ne connaît même pas l'entreprise dans laquelle éventuellement il investit, de façon souvent très labile, très aléatoire, très infidèle. Attention, hein, les fonds de pension, la durée de détention, ça peut être infinitésimal, quelques microsecondes, etc. Donc il y a cette domination. Et puis le deuxième, c'est le contrôle de la dette. Et là, sur la dette aussi, attention au discours que nous entendons. La dette, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. Car pour vous, il paraît que c'est mon cas, tant mieux, que j'ai le bon cholestérol, donc ça va. Voilà. Peut-être mieux pas avoir de cholestérol du tout, j'en sais rien, mais bon. C'est-à-dire que la dette, il y a la dette que vous connaissez, que nous voyons dans nos travaux avec les uns et avec les autres, c'est la dette qui vous permet de financer des projets. On veut construire des écoles, on veut construire une nouvelle usine, selon qu'on est dans le public, dans le privé. On veut, en tant que particulier, s'acheter une maison, bon, tout ça, c'est à faire construire, ou acheter un appartement. Et donc, la dette peut servir pour, effectivement, financer des projets. Ça, c'est une dette véritablement positive. Et puis, la dette peut être aussi une dette dangereuse, celle d'ailleurs qu'on stigmatise tous les jours, mais qu'on entretient. C'est-à-dire qu'on génère de la dette pour après mieux dire aux populations, mais attendez, vous avez vu cette dette, donc maintenant, on peut plus. Et comme on peut plus, il n'y a plus de services publics. Ah, c'est embêtant ça, oui. Et plus effectivement de développement. Donc la dette, attention, peut avoir des formes diverses. Elle fait levier, comme on dit. Elle fait leverage, comme disent dans le elle fait levier. Mais ce levier peut donner lieu à des situations dangereuses. Je montrerai 2-3 exemples tout à l'heure, mais relativement rapidement, sur différents produits qui sont créés de plus en plus et qui sont maintenant devenus, au fond, des produits spéculatifs, puisque nous sommes dans une économie très largement spéculative. Alors, terrible, vous êtes dans une économie réelle, nous on voit dans nos visites, dans nos travaux, les gens qui sont sur des projets réels, et ça, il faut les financer. Mais là, il y a une coupure qui est en train de se faire entre le monde de l'économie réelle, dans lequel vous êtes, on a des activités, on a des services, on a des produits, on fait un certain nombre de choses, et puis une économie qui est devenue complètement abstraite, qui est devenue purement financière, qui tourne sur elle-même, vous allez voir avec des mécanismes qui sont même insensé. Le buyback dont je peux parler dans 2 minutes, le rachat d'actions, les entreprises rachètent leurs propres actions, enfin c'est le serpent qui se mord la queue, mais qui effectivement du coup démultiplie des résultats qui ne correspondent à rien. Donc on entre dans une société virtuelle. C'est pour ça que on peut quand même s'interroger et s'inquiéter. Donc voilà ce que je crois qu'on peut dire. Donc on a un principe unique, et ça, je disais tout à l'heure à la radio, je ne sais plus, c'est
Oui, c'est ça. À la radio, on me demandait effectivement comment ça peut se définir effectivement le capitalisme. Et ce que je crois qu'on peut dire aujourd'hui et qui est vraiment tout à fait singulier, c'est qu'on a un système là qui est très très original, mais tellement original qu'on l'a jamais vu dans l'histoire. Et il est tout de même assez inquiétant parce que c'est un principe de fonctionnement dont il procède qui n'est pas lié à la société dans laquelle on est. Je m'explique. Les Athéniens, ils avaient une façon de travailler et d'être. Bon, ils avaient des esclaves, ils avaient un certain nombre de choses dont on peut dire dont on peut faire les plus grandes critiques. Attention, hein. Les Spartiates, c'était autre chose. À la Cédémone, mais ils avaient des règles, des dieux. Ils avaient des principes, des vertus, des valeurs. C'est-à-dire que ceux qui cherchaient, pour prendre une image, c'est à mettre en place ce qu'on appelle une bonne société. Toutes les sociétés au monde, y compris les sociétés archaïques, primitives, comme on les appelle, essayaient de trouver une bonne société, la vertu, les humains, etc. Notre société, sans qu'elle le sache, s'est complètement déconnectée de ça. D'où d'ailleurs les difficultés des démocraties dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que notre société, elle, fonctionne, je reprends le terme, sans axiologie. Je m'explique. Axiologie, ça veut dire sans principes moraux structurants. Le capitalisme, il n'est pas immoral. Pas du tout. Il est amoral. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. Tu veux fabriquer des bombes, tu fabriques des bombes. Tu veux fabriquer effectivement des ordinateurs, tu fabriques des ordinateurs. Tu veux effectivement développer des produits qui sont utiles pour les services, pour les personnes âgées, c'est très bien. Tu peux effectivement, mais tu veux développer de la prostitution, tu développes de la prostitution. Bon. Fais un peu attention quand même à certains moments. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Bon, ne parlons pas de beaucoup d'autres aspects qui vont avec. Il y a quelque chose de tout à fait singulier dans une approche dont le seul principe est la génération de la richesse. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne sur l'idée de la création de richesse et surtout de sa croissance illimitée. C'est pour ça qu'on est si obsédé par le problème de la croissance. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je ne suis pas a priori ni pour ni contre, croissant, décroissant, etc. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que la croissance n'est plus possible et qu'elle est en train de détruire la planète et de nous détruire nous. Bon, donc il faut peut-être trouver autre chose. Pas forcément plus malin que d'autres, je vous verrai deux, trois pistes, Donc là, on a un système qui est pris dans son vertige, qui est pris dans son illimitation et qui est en train d'exploser. Bon, là aussi, regardez, alors toutes les études le montrent, Piketty l'a montré, Branko Milanovic, qui est un très très bon économiste qui travaille au FMI, c'est pas spécialement un gauchiste, dit effectivement les inégalités deviennent vertigineuses. À certains égards, dans des pays comme la France, on retrouve des inégalités d'ancien régime, quoi, comme sous Louis XV. Bon, est-ce que c'est satisfaisant ça? Il peut y avoir des différences. Il y a des gens ici dans cette salle qui sont plus ou moins fortunés, c'est tout. Voilà. Moi, je vais pas faire semblant je suis pas dans une situation de misérable. Mais je veux dire, une société peut plus fonctionner quand il n'y a pas un minimum d'équilibre entre les uns et les autres. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement important. Bon, le marché. Alors le marché, là aussi, justement, on nous dit sans cesse, bon, de toute façon, on peut être qu'en économie de marché. Mais bien sûr qu'on est en économie de marché. Seulement, il y a une chose qu'on ne dit pas. C'est qu'il y a le marché comme principe de fonctionnement, que toutes les sociétés connaissent depuis très longtemps, c'est-à-dire comme lieu des échanges. Reprenez Marco Polo, reprenez différentes figures, on va échanger de la soie, on va échanger des épices, on va échanger effectivement différents produits en fonction des besoins à différents moments et en fonction des richesses des uns et des autres. On échange, et ça c'est bien. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a, encore une fois, les routes de la mondialisation, les routes de la soie, bon, que naturellement, avec beaucoup d'habileté, la Chine veut restaurer aujourd'hui, pas les mêmes, mais l'image est belle. Les routes de la soie existaient, on le sait bien, depuis le XIIIe siècle à peu près. Alors, le problème, il est là, c'est que on nous dit effectivement, il faut du marché. Oui. Seulement, ce que les économistes montrent, alors je vous dis en deux mots, mais rapidement, c'est qu'il y a deux façons de voir le marché. Soit on met en place un marché pour échanger des marchandises. M devient M'. Moi, je vais sur le marché, M se convertit en A de l'argent pour que A devienne M', donc je me sers de l'argent comme moyen d'échange des marchandises. À partir du moment où le marché devient le marché capitaliste, qu'est-ce qui se passe? C'est plus la même chose.
C'est A qui devient A'. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'une masse d'argent investie quelque part se transforme en une masse d'argent plus importante. Et la marchandise ne devient plus qu'un prétexte. Et là, dans ce cas-là, ça devient extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, la marchandise n'a plus l'importance qu'elle avait du point de vue social. Donc, on inverse la logique. Attention, il ne s'agit pas de revenir sur le marché. On serait d'un utopisme absolument inconsidéré. Il s'agit de bien voir que le marché corresponde à ce qui est nécessaire. Bon, je fais attention quand même au temps. Bon, le marché, donc, comme je viens de le dire. Vous avez, alors, il y a différentes choses. Vous avez, bon, deux acteurs, l'actionnaire et l'État. Je viens de dire pas mal de choses déjà là-dessus. Alors, je vais peut-être m'arrêter plutôt juste après, ici. Les institutions, je vais pas vous embêter avec les principes comptables, ou les agences de notation. On n'en parle plus des agences de notation. On en a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est que ces histoires avec les fameux subprimes? Vous avez tous suivi ça. Les agences de notation, pur scandale de fonctionnement. Mais bon. Elles font ce qu'on leur demande aussi, donc elles ont noté de façon satisfaisante des opérations qui étaient tout à fait, je dirais quoi, illogiques et dangereuses. Les subprimes, on sait ce que ça veut dire, quoi. C'est tout simplement, si on l'avait dit dans un vocabulaire très simple, les subprimes, c'est accorder des crédits à des gens pauvres qui sont insolvables, en sachant qu'ils ne pourront pas les rembourser, mais que quand même, on a une petite chance, grâce aux hypothèques et autres, de récupérer l'argent, et après, on se barre au niveau du système bancaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et même Obama, qui a eu quelques mérites comme président, n'a pas beaucoup sauvé les gens qui étaient en difficulté dans beaucoup de villes, effectivement, aux États-Unis. Bon. Donc, les agences de notation, bon. Sur les pratiques, 2-3 éléments, pour vous montrer où on en est aujourd'hui. Titrisation, c'est un mot que certains connaissent, d'autres peut-être pas. Titriser, ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire tout est sur le marché, tout se cote. Mais vous savez, ça se cote presque comme quand vous donnez votre avis. C'était bien là l'hôtel où vous étiez. Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas évaluées, qui ne sont pas benchmarkés, comme on dit, etc. Donc, titriser, c'est ça. J'ai une créance, bon, je la cote, je te la vends, et on la met sur le marché. Alors après, ça circule, y compris ce qui est pourri. D'ailleurs, les Américains le nomment comme ça, puisqu'ils parlent de junk bonds, et junk bonds, ça veut bien dire des obligations pourries, mais qui sont cotées aussi d'une certaine façon. Les stocks options. Les stocks options, c'est quoi ce système? C'est quand même fantastique, bon. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des stocks options. C'est des très grands groupes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec les stocks options qui a complètement fait changer les entreprises? Bon, j'ai mis 2 de mes ouvrages là récents, mais dans celui d'avant, j'avais détaillé, j'avais examiné les plans de financement des grands groupes européens et mondiaux pendant pas mal d'années, pour voir effectivement quelle était la logique qui présidait à leur fonctionnement. Et c'était vraiment extrêmement éclairant. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50, 60, 70, on avait des logiques, ce qu'on appelle des logiques d'entreprise, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent corporate, c'est-à-dire que vous étiez tel grand groupe automobile, vous étiez tel grand groupe effectivement pétrolier, vous étiez tel grand groupe de bâtiments, et avant tout, vous vouliez développer l'entreprise, développer son chiffre d'affaires, développer ses investissements, bon, accessoirement avoir du personnel, rémunérer correctement le personnel, tout ça était plutôt satisfaisant. On a eu une mutation totale qui s'est faite avec les années 80, du corporate vers le stockholder, comme disaient les anglo-saxons, vers l'actionnaire. C'est-à-dire, la question n'était plus l'entreprise, mais la question était son actionnaire. Bon, Milton Friedman, très connu, bien sûr, disant la seule chose qui compte, c'est qu'une entreprise développe le plus d'argent possible pour que le bénéfice soit le plus élevé et les dividendes les plus importants pour les actionnaires. C'est tout de même ennuyeux quand on dit ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux dirigeants, qui étaient des gens estimables, de grande qualité, de grande réflexion, on vous demande pas de gérer au mieux votre entreprise, encore moins de vous occuper de votre personnel, etc. On vous demande d'augmenter la valeur de l'action. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on vous distribue des stock options, ça veut dire, stock, c'est le capital, hein, bien entendu. Donc, on vous distribue, et si ça augmente, vous serez mieux rémunéré. À partir du moment, c'est pareil, le système de rémunération faisait que ces gens-là étaient rémunérés si l'action augmentait. La seule chose qu'ils avaient à faire, et c'était logique, on ne peut pas leur reprocher, c'était de faire monter la valeur de l'action. Et pas de développer tel projet de recherche, un mot sur ce qui vient de se passer là,
PSA et le groupe Fiat. Pur scandale, je veux dire. Ce qui se passe au niveau, enfin, je veux dire, là, je parle en financier, encore une fois. Le groupe Fiat n'a eu comme stratégie qu'une stratégie je parle poliment, hein, de goinfrer son actionnaire, je veux dire. Et on fait pas de recherche, on développe rien. Bon. Alors, évidemment, il y a pas de, ça, les budgets de recherche sont pas élevés, ils n'ont pas dépensé beaucoup. Bon. Peugeot, remarquez, la bourse a dit quand même, c'est bizarre ce qu'on est en train de nous faire faire. Dans un premier temps, ils ont dit bravo, puis le lendemain, ils ont dit mais ça va pas là. Nous chez Peugeot, on est une boîte qui développe l'automobile. Enfin, je veux dire, vous avez les ingénieurs avec lesquels je travaille parfois. Certains me disent, vous savez, nous dans l'automobile, il y a encore une époque où on nous disait, on faisait des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on a développé comme véhicule, quels étaient les projets alternatifs, etc. Maintenant, c'est terminé. Quand on fait des réunions, on nous dit bon, allez, bottom line. Est-ce que vous êtes à 3,12%, il faut passer à 5,40. Bon. Et puis, circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Ça, donc, mutation là, tout à fait dangereuse. Ben, si vous êtes, alors, le rachat par les entreprises de leurs propres actions. C'est des sommes, mais qui sont absolument vertigineuses. Goldman Sachs les évalue à peu près 900 milliards pour l'année qui vient de se dérouler. C'est quoi le rachat par les entreprises de leurs propres actions? C'est le fait que les actionnaires ont une situation au niveau de leur entreprise tellement favorable que l'entreprise, donc pas l'actionnaire, rachète les actions sur le marché, en les rachetant, fait augmenter le cours du titre, et donc dégage une plus-value, mais qui est une plus-value virtuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait buyback, comme disent les anglo-saxons, on rachète effectivement ces actions, et ces actions permettent d'augmenter le cours du titre. Normalement, à quoi servent les actions? À mettre du capital, et le capital, il sert à quoi? Il sert à investir. Donc c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse d'une augmentation de capital. Au lieu d'augmenter le capital, on le réduit. On le réduit, et bien souvent dans des entreprises qui en auraient besoin pour des projets. Alors regardez sans cesse ce qu'on nous dit. On développe pas les projets. Ben oui. C'est tout ce qui se passe actuellement. Alors, bon, il y a les transactions à haute fréquence. Je pourrais parler du quantitative easing, je ne vais pas aborder tous les sujets, qui est aussi une situation absolument vertigineuse. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on pratique au niveau des banques centrales, bon, bien sûr américaines, la Réserve fédérale, mais aussi la BCE, etc., ce qu'on appelle le quantitative easing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on distribue de l'argent. C'est la planche à billets. On rachète les titres, etc. Qu'est-ce que ça donne? En principe, ce serait pourquoi? Ça serait bien si ça finançait la transition écologique. Ce serait bien si ça permettait effectivement de développer des projets culturels, des projets sociaux, des projets effectivement développant l'environnement. Non, qu'est-ce que ça fait? Derrière, les entreprises n'investissent pas, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait gonfler effectivement les actifs, deux types d'actifs, les actifs financiers et les actifs immobiliers. Donc, je suis parisien, je peux vous dire que... Alors, évidemment, on pourrait dire, oh, qu'est-ce que tu dois être content, toi, c'est vrai que mon appartement, voilà, tous les ans, il prend 3%, 4% et 5%. C'est insensé. C'est insensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à quoi, ça? À quelle réalité? Rien du tout. Bon, donc, en résumé, vous avez un système abstrait, ça, c'est très important. Autonome, c'est-à-dire déconnecté de la patte sociale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la société qui se donne son système et bon, ce que devrait être la logique démocratique, bon, qui est toujours là. Alors la démocratie est toujours là. Moi, ce que j'en vois, c'est qu'elle est quand même devenue extrêmement formelle. Alors on peut dire, continuons, on continue à voter. Oui, c'est mieux que de pas voter, ça c'est certain. Mais si on vote sur des choses qui sont devenues extrêmement déconnectées de tout ce qui est notre problématique proche, moi, je suis un peu sceptique. Bon, je fais attention quand même à ce que je dis. Un système qui a quand même deux grands types de ressources. La nature. Alors, regardez, gaz de schiste, etc. J'ai 1000 exemples que je peux prendre. On massacre la nature. Chaque année, là, on constate que on a consommé les ressources de la planète un peu plus tôt dans l'année. Au début, c'était fin décembre, mi-décembre. Là, maintenant, dès le mois d'août, bientôt, ce sera mois de mars. Bon, alors, et puis on regarde ça comme des imbéciles, si j'ose dire. Hein, je parle pour moi, bien entendu. C'est-à-dire comme si, oui, c'est comme ça. On consomme tout. Bon. Et sur le travail, grosse question, mais bon, je peux pas aborder tous les sujets ce soir. Je pense qu'on est dans une logique de disparition du travail et son remplacement par effectivement, alors soit la disparition du travail et son remplacement par la robotisation, l'automatisation, etc. Soit aussi la disparition du travail
qui n'est pas mieux, par tout ce qui est ubérisation, auto-entreprise, indépendance, etc. Tout ça donnant parfois des choses, bon, quand on regarde bien, bon, qui peuvent être bien, chacun peut avoir son choix et son choix. Je veux être un indépendant, mais quand on l'est vraiment, oui. Quand on y est contraint, c'est tout de même effectivement différent. Bon. Sur l'ubérisation, quand vous voyez le dernier film de Ken Loach là qui vient de sortir ces jours-ci, je crois que vous êtes relativement édifié. Bon. Alors c'est très important parce que tout ça, ça veut dire quoi? Et c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur l'avenir de ce système. C'est qu'on commence de plus en plus à fonctionner sur des valeurs fictives. Les valeurs fictives deviennent plus importantes que les valeurs réelles, que l'économie réelle, celles que vous produisez dans vos entreprises, dans vos différentes organisations, et qui restent encore vraies, évidemment, mais de façon de plus en plus résiduelle. Alors, je fais attention quand même au temps qui m'est proposé. Donc, je vais, alors attention, modestement, hein, bien entendu, voir ce qui pourrait être les évolutions futures. Alors, il y a un scénario que je veux pas aborder, mais qui est très fréquent actuellement, et que vous lisez, ou dans la presse, ou avec les médias que vous pouvez avoir, qui est le scénario de la collapsologie, comme on dit, le collapse au sens anglo-saxon, c'est-à-dire le scénario de le monde s'effondre, c'est fini, il n'y a plus rien, etc. Bon, qui est loin de... Bon, attention, du calme et tout, mais qui est loin d'être ridiculement faible dans sa probabilité. Ça dépend, si on raisonne toujours pareil, à 5 ans, à 10 ans, à 1 siècle, à 2 siècles, je veux dire, à une échéance assez longue, je ne suis pas certain. Donc, moi, je prends plutôt 2 scénarios plus en perspective. Donc, un qui serait de dire, avec tout ce que je viens de dire là, et malgré les critiques que j'ai pu faire, qui serait de dire, bon voilà, le capitalisme a compris, alors qui a compris, j'en sais rien, un certain nombre de choses, et il est prêt à se transformer, à se réformer. Ce que j'appellerais un scénario néo-keynésien, pour faire référence à Keynes et tout ce développement qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale, et dans lequel je range assez facilement quelqu'un comme Piketty, qui effectivement fait des propositions, ça se tient, c'est très cohérent. Pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais ça c'est pas le problème, mais qui effectivement, on appellerait ça un scénario réformiste, un scénario social-démocrate, si vous voulez, on pourrait le dire aussi d'une autre façon. C'est aussi le scénario, justement, des démocrates américains, quand vous écoutez et vous lisez Elizabeth Warren, ce qu'elle propose, là aussi, limiter les écarts. Bon, voilà, on arrive à des choses qui sont tellement vertigineuses que même ceux qui en profitent, et à mon avis, ils auront 1000 fois raison, et qui sont les plus intelligents, disent attention, il faut quand même qu'on fasse attention, si on veut continuer à préserver nos privilèges. Bon, ça commence à sentir le roussi, hein, donc d'une certaine façon. Bon, donc ce premier scénario, il consisterait à quoi? À dire tout de même, il faut arrêter de mettre tout sur l'actionnaire. Je parle de l'actionnaire financier, hein, je parle pas de nos entreprises concrètes, comme on en reparlera tout à l'heure s'il y a des remarques, des questions. Alors vous avez des choses comme alors j'explique, hein, parce que j'ai mis beaucoup de termes là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que l'actionnaire, il y a les parties prenantes. Il y a les salariés, il y a les fournisseurs, il y a les clients, il y a les banquiers, il y a un certain nombre d'acteurs. Donc, il y a des gens qui disent on devrait pratiquer le SLAM. Le SLAM, c'est le Shareholder Limited Authorized Margin. C'est-à-dire, bon, on peut pas se goinfrer à l'infini, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait des dividendes, mais peut-être pas à des niveaux vertigineux. Bon, voilà. Donc, de même qu'il ne devrait pas y avoir de rémunération vertigineuse. Bon, en général, il y a un sens de la mesure. On retrouverait de la mesure au sens où les Grecs étaient là-dessus. Ça serait aussi de dire, non, le rachat par les entreprises de leurs propres actions je signale quand même que c'était interdit, jusqu'il y a encore pas très longtemps, par la législation américaine, jusqu'à ce qu'avec les années 80, tout ça soit emporté en disant, tant pis, parce qu'on disait, ça fausse la concurrence, et c'est très dangereux, et ça crée effectivement des plus-values irréelles. Donc, ce qui est très, très vrai. Et ça, c'était dit par le juge américain. Les stock options. Bon, responsabilité RSE, c'est responsabilité sociale d'entreprise, cogestion, tous les débats qu'on a
moi, je m'amuse un petit peu quand je lis ça. Oh là là, faut faire attention, les GAFAM, tout ça, on va les tenir. Hein. On en a assez de Facebook et Amazon et Apple, ça suffit comme ça, etc. Et puis vous voyez qu'Apple vous dit d'un seul coup, vous avez pas tel iPhone le dernier modèle, ça y est, le week-end prochain, vous êtes tous comment dirais-je, cratchés. Effectivement, j'ai failli, moi j'ai été sauvé par Dolore et Dominique ce week-end dernier, parce que j'avais un trop vieil iPhone, j'étais pas assez moderne, et donc voilà, obsolescence programmée, on connaît tout ça, voilà. Bon, c'est complètement là aussi au cœur du système. Les GAFAM, etc. Bon, sur la fiscalité c'est un élément majeur. L'hypocrisie sur la fiscalité est insupportable. L'hypocrisie de tous les politiques. Ah, les gens ne supportent pas le fisc, ils supportent pas la fiscalité. Mais c'est pas vrai, ils supportent pas les inégalités fiscales. Ils supportent pas que ce soit toujours du même côté que effectivement le consommateur, le plus pauvre, le salarié, et non pas le capital. Ils supportent pas que la fiscalité ne soit pas équitable, qu'elle ne soit ou qu'elle ne soit pas payée. Les paradis fiscaux, qui supporte les paradis fiscaux? À part ceux qui en bénéficient, qui est favorable à ça. Donc, faut arrêter là-dessus. Donc, sur la fiscalité, je pense qu'il faut voir, alors, la fameuse flat tax, etc. Bon, sur les successions, je parle de l'impôt sur le capital, les successions, mais ça commence à venir, y compris chez certains économistes libéraux, qui commencent tous à dire, mais c'est l'évidence qu'on doit taxer les successions quand même. Alors les successions, là aussi, hypocrisie totale. Pas le petit lopin de terre ou les quelques meubles que la grand-mère va laisser effectivement à son petit-fils ou à sa petite-fille. Bon, évidemment, pas à des sommes très basses. Mais quand ça devient des sommes importantes, c'est comme ça que les choses bougent et c'est comme ça que les sociétés fonctionnent. Et effectivement, je veux dire, pour les plus riches, s'il y a un impôt plus élevé, eh ben tout simplement, ils seront toujours riches, c'est très bien. Il y aura toujours des différences. Mais donc voilà. Donc là, beaucoup d'hypocrisie qui sont effectivement entendues. Bon. Et sur l'impôt sur les revenus, tous les Piketty tous montrent que l'impôt n'est pas du tout progressif, mais régressif. Sur le système bancaire, mais les banques, c'est vraiment incroyable ce qui se passe au niveau bancaire. Les banques, comme disait Jacques Attali à une époque, on n'entend plus beaucoup lui. Ce qui devient comment ? Il a vieilli, mais enfin les vieux parfois certains parlent encore. Quand ils peuvent. Mais non, il a soutenu Macron, puis après il s'est tu, Jacques Attali. Mais il avait une bonne remarque, il disait les banquiers ont un métier ennuyeux, mais utile, c'est de faire des prêts. C'est pas ce qu'il a dit de plus stupide de toute sa vie, Jacques Attali. C'est-à-dire effectivement, ils sont là pour financer l'économie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la villa ou l'appartement que tu veux acheter, l'école qu'on va financer à tel endroit, ou la nouvelle usine que l'entreprise veut créer. Eh bien, plus du tout. Donc maintenant, je travaille aussi avec les banques, je les connais bien. Eh bien, ils font des montages. Alors, donc, il faudrait séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement. Ils font des montages de prêts. Alors, juste ça, c'est pour les spécialistes, OTH versus OTD. Bon, les spécialistes comprendront, mais OTH, ça veut dire originate to hold. Hold, H-O-L-D, donc tenir. Ça veut dire que, pendant très longtemps, un banquier, il était scotché avec vous. Une fois que vous avez prêté de l'argent, il fallait qu'il attende que vous le remboursiez. Donc c'était sans problème. Fini, il titrise maintenant, il met tout sur le marché. Donc originate, OTD, to distribute. Tu distribues, c'est tout. C'est ça le rôle du banquier. Donc après, c'est comme le reste, c'est du bon, c'est du mauvais papier, ça va circuler. Bon. Avec la règle que vous connaissez bien toujours, c'est que effectivement quand vous devez 100 ou 200 euros à votre banquier, c'est votre problème, mais si vous lui devez 100 ou 200 millions, ça devient le sien, hein, comme chacun sait. Donc donc là, il faudrait OTC, c'est over the counter. Le quantitative easing, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire un système dans lequel les banques rachètent de la dette publique et maintenant de la dette privée, compris au niveau de la BCE, en principe pour relancer l'économie, alors que tout ce qu'on voit, tous les économistes voient, ne relancent rien du tout, simplement ça relance la spéculation, et donc ce que je disais tout à l'heure, sur les actifs qui augmentent, etc. Bon. Et sur les dettes, il y a beaucoup de débats actuellement.
dans beaucoup de pays du monde en disant attention, il y a beaucoup de dettes qu'on critique, mais beaucoup de dettes ne sont venues que parce que les systèmes qui les ont créées sont illégitimes. Regardez la Grèce, ou odieux, regardez l'Amérique latine, etc. Bon. Sur les pouvoirs publics, bah évidemment, dans toute cette logique-là, on est redéveloppement des services publics, arrêt des privatisations, et alors des notions intéressantes aussi, arrêt des PPP, c'est les partenariats publics-privés qui ont, dans beaucoup de cas, créé bien des difficultés, mais je ne veux pas tout développer. Le revenu universel, bon, comme vous le savez, il y a eu un candidat à la dernière présidentielle qui était sur ce sujet, voire l'héritage universel. Mais là aussi, c'est très intéressant, parce que quand vous regardez, moi je pense à quelqu'un que j'ai bien connu d'ailleurs, et qui était qui a été à un moment donné de sa vie un conseiller de Michel Rocard, qui a été aussi le président d'un grand organisme de formation, un peu comme HEC, un peu concurrent, mais qui est à Fontainebleau, l'INSEAD, et qui vient de mourir, et qui s'appelait Roger Godineau, et il avait cette idée-là, et Piketty le reprend aussi maintenant, qui était de dire, et moi je trouve que c'est une très belle idée citoyenne, c'est-à-dire, une société, elle a aussi comme responsabilité d'ouvrir ses portes à ceux et celles qui sont là, et qui sont en général les jeunes, pour qu'ils puissent effectivement trouver leur place. Donc l'idée, c'était de dire, il y aurait un héritage universel. Alors, je sais que ça va faire crier un certain nombre de gens, mais il faut voir comment on le vit et comment on le finance. N'oublions jamais quand même, par rapport à des financements, que cette année, le seul accroissement, pas la réalité, le seul accroissement de la richesse de M. Bernard Arnault, j'ai rien contre lui, président de LVMH, est quand même de 32 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez, cette année, vous avez épargné combien? Bon, moi j'ai épargné 500 euros, bon, je suis content, ou j'ai épargné 1000 euros, bon, peut-être d'autres un peu plus. Mais là, 32 milliards, effectivement, donc ça vous donne un peu la logique. Et bien là, c'était de dire, on donne un héritage universel, bon, peut-être de l'ordre, alors les chiffres, ça se discute autour de 80, 100 000, 120 000, bon ça pourrait se discuter, ou en tout cas une partie sous forme de prêt aussi, c'est-à-dire qui pourrait être remboursé après. Donc vous développez vos projets, vous avez des idées voilà, par rapport à des gens dans leurs entreprises ou autres, c'est tout à fait intéressant. Ça peut très bien s'articuler, et puis c'est un élément de citoyenneté, c'est-à-dire tu es reconnu comme un citoyen. Vous en pensez ce que vous voulez. Alors, deuxième scénario, là, c'est le grand, on entre dans le grand inconnu. Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque. Parce que bon, voilà, comme vous voyez, je suis pas un perdreau de l'année, donc j'ai entendu bon, je développe un certain nombre d'analyses critiques, parfois, et avec mes collègues, avec d'autres. Donc voilà, je les assume, et j'entends aussi d'autres argumentations. Et on me dit toujours, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Alors, quel est ton programme, etc. Alors je fais très attention, je dis, attention quand même à une chose. Reprenez la Révolution française. Elles avaient un programme, les femmes qui ont débarqué place de la Bastille le 14 juillet, et qui en pouvaient plus d'un système qui les rendait malheureuses au dernier degré, qui ne leur donnait pas de pain, etc. Elles voulaient autre chose. Elles voulaient changer de monde. Donc, on n'a pas tout de suite le programme clé en main, parce que si on a le programme clé en main, c'est qu'on est dans le système et qu'on n'a pas tellement envie de le remettre en cause. Attention quand même. Bon, donc faut pas reprocher, parce que ça, c'est ce que, dans les débats politiques, on entend souvent ça. Ne reprochons pas à ceux qui sont critiques. On peut leur reprocher leurs critiques si on pense qu'elles sont pas pertinentes. Et ça, vous avez tout le droit, dans 2 minutes, de me le dire sur certains points. Mais on peut pas demander à ce qu'il y ait un programme tout fait, puisque par définition, s'il y avait un programme tout fait, c'est que déjà, on aurait réglé la question. De ce point de vue-là. Donc moi, je dis, attention, ce serait contradictoire avec l'objectif. En revanche, si vous m'avez bien écouté depuis tout à l'heure, bon, je mentionne 2-3 éléments là, mais parmi d'autres, et c'est pas du tout ça. C'est pas ça mon objectif. Moi, je pense que vraiment, si finalement nous avons une société qui fonctionne, parce que c'est ça le capitalisme, il fonctionne que sur l'économique. Il y a que ça qui compte. Social, on s'en fout. Le culturel. Si, le culturel, s'il est rentable. Voilà, on fait des choses. Donc, en gros, c'est ça. Bon, c'est comme ça, c'est ennuyeux, et ça ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Donc moi, je dis, si on ne revient pas sur ce modèle économique,
mais qui n'est pas facile sur lesquels il n'est pas facile de revenir, le consommérisme, etc., etc. Alors certains parlent de frugalité, de décroissance, etc. Si on ne revient pas sur le modèle qui nous constitue, et je répète, nous le reproduisons. Nous sommes le capitalisme. Soyons clairs. Nous sommes des investissements qui se rentabilisent. Nous sommes pris dans l'addiction du consumérisme. Et effectivement, ça, je crois que c'est le plus important. Alors, je ne veux pas trop prendre de temps. Je dirais une chose pour conclure, et après, bien sûr, ouvrons la discussion ensemble, hein, très librement. C'est ce que je viens de dire là, on le reproduit tous les jours. Je pense que si vous voulez, donc je me permets une petite image, mais qui je crois est connue, mais qui est très révélatrice, et peut-être un dernier élément un peu moins pessimiste. Vous savez, on dit que si on a une grenouille et qu'on la prend et qu'on la jette dans de l'eau chaude, elle ressort aussi sec. Principe, violemment, parce qu'évidemment, elle n'a pas envie d'être traitée comme la langouste. Je n'ai pas mangé de langouste encore ici depuis que je suis arrivé, mais effectivement, je ne sais pas si c'est bien de manger des langoustes, Dominique. Et si vous mettez la grenouille dans de l'eau froide, et que vous mettez le feu en dessous, et que vous faites chauffer le plat, la grenouille, progressivement, elle s'endort, elle s'assoupit, et elle se laisse tuer. Bon. Vous voyez l'image. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans nos sociétés qui est tout de même assez inquiétant par rapport à ça. Notamment par les évolutions économiques, qui sont en plus aggravées avec le numérique. Regardez ce que nous montre la Chine. Moi, parfois, je m'inquiète en me disant, au fond, la Chine nous montre aujourd'hui ce que nous serons tous demain. Donc une société d'abord hyper capitaliste, c'est la plus capitaliste qui soit au monde, la Chine, même si c'est géré par le Parti communiste. Quelle importance! Ça aussi, faut dépasser un peu nos préjugés de jadis, mais avec un système hyper autoritaire, hyper sécurisé, reconnaissance faciale et tout le reste, et tout juste bientôt, qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a déjà tout intégré de ce qu'on pourrait penser, etc. Bon, donc ça peut effectivement être relativement inquiétant. Alors, je finis quand même, et essayons d'avoir un petit peu quand même de positivité par le fait que ce que nous montrent toutes les réflexions scientifiques, c'est que l'être humain a une singularité par rapport aux autres espèces, les animaux, c'est que nous sommes ce qu'on appelle des néothènes. On relève de la néothénie. Néothène, ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que quand le petit humain naît, il est inachevé. On le sait bien, il est incomplet. Bon, il peut vivre, bien entendu, mais enfin, faut vraiment bien le petit chat, il démarre. En tant que petit chat, il n'y a pas trop de problème. Le rhinocéros, l'éléphant, etc., il peut se développer. Donc, nous sommes des néothènes, c'est-à-dire qu'en fait, notre nature, c'est de ne pas en avoir, pour moi. Nous n'avons pas de nature humaine. Ça, c'est aussi un fantasme que certains véhiculent, de façon d'ailleurs très dangereuse. Hein, c'est la nature. Il n'y a pas de nature humaine. La nature humaine, elle peut tout. Le meilleur, comme le pire. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va plutôt vers le meilleur. Mais pour l'instant, je redoute quand même qu'on soit pas mal engagé vers le pire. Je vous remercie et on peut discuter. Qui veut